Je suis de retour et je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais j'avais le goût de vous parler. Et on va essayer de traverser ces peut-être 30 minutes-là ensemble en restant intéressant. On va le souhaiter. D'abord, comment ça va vous? J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que les choses vont bien. J'aimerais revenir sur un post, une information que j'ai partagée récemment et où est-ce que je faisais référence au système d'impôt et de taxation gouvernementale, où est-ce que je faisais remarquer que le même argent qu'on gagnait était taxé, imposé à plusieurs reprises. Entre autres, je mentionnais que, bon, on a tous, en fonction du taux d'imposition, on paie, à moins qu'on ait un revenu très faible, mais la plupart d'entre nous, on paie de l'impôt sur notre revenu annuel. Annuellement, ça peut facilement être 30-40 %, des fois c'est 50 %, des fois je pense que ça frôle le 60 %, c'est peut-être plus 55 %, là, le vrai chiffre, l'imposition maximum. Mais quoi qu'il en soit, c'est absolument... Ça n'a aucun bon sens de donner 50 %, même 40 % de son revenu au gouvernement quand c'est nous qui travaillons pour. Ça n'a aucun bon sens. Mais ça, c'est la première des aberrations, c'est que cet argent-là qui nous reste, le peut-être 50, 40 ou 60 % qui nous reste, peu importe, qui devrait être 100 % à nous lorsqu'on rachète quelque chose avec, donc lorsqu'on la dépense, cet argent-là, pour s'autosuffire, on repaye un autre 15 % dessus. Alors, les gens n'ont pas tendance à... Ils nous ont inculqué ça, ils ont rentré ça dans le système tellement progressivement qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on s'arrête pour y penser, on se dit, ça fait aucun bon sens qu'une personne peut payer 50 % d'impôt sur son revenu et après ça, donner un autre 15 % quand tu dépenses le même argent qui est censé être clair à toi, là, tu redonnes un autre 15 %. Donc, en bout de ligne, tu donnes 65 % de ton revenu et tu as, quand tu achètes quelque chose avec, en fait, tu bénéficies seulement que du restant, du 35 %. J'espère que j'ai bien fait le calcul. Ça ne fait aucun sens qu'on ait, là je vais dans les extrêmes, là, mais qu'on puisse avoir accès et jouir seulement de 30-35 % de notre revenu, ça n'a aucun bon sens. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que je mentionnais, c'est que pour les gens qui sont propriétaires d'une propriété, déjà c'est tellement difficile d'acheter une propriété par les temps qui courent. La maison moyenne se situe aux alentours de 500 000. Écoutez, pour les jeunes couples, je sais, je suis dans le domaine, donc je le vois aller. Là, les jeunes aujourd'hui doivent se faire aider par les parents, puis si les parents eux-mêmes n'ont pas eu la chance de se mettre à l'aise, bien, ils sont foutus si les gens n'ont pas d'aide. Donc, mais pour ceux qui ont la chance d'acheter une maison, bon, si tu achètes une maison neuve, tu es taxé, TPS, TVQ, mais si tu achètes une maison dans la revente, tu es quand même taxé sur le droit de mutation qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Et encore une fois, c'est une taxe qui n'a aucun bon sens. Les taxes de bienvenue, c'est des pourcentages. Là, je ne commencerai pas à vous énumérer ça parce qu'il y a différents paliers de pourcentage. Mais la taxe de bienvenue moyenne, je ne sais pas, je vais vous dire un chiffre comme ça, là, ça peut facilement se chiffrer dans les 4-5 000 $ qu'on envoie à la municipalité pour la simple achat d'une propriété qui a déjà été difficile à acheter au départ. Et anciennement, les taxes de bienvenue, quand les prix des maisons étaient beaucoup plus bas, on parlait de 150, 200, 300 $ maximum. Ça n'a aucun bon sens que les taxes de bienvenue soient rendues aussi élevées que ça. Alors qu'en réalité, le seul frais que ça peut imposer à la ville du fait que tu achètes une propriété, c'est peut-être un petit peu d'administration pour ouvrir un dossier, donc 100, 150, 200 $, gros maximum. Alors, il y a un abus là de taxation aussi. Et en plus de ça, la municipalité va te taxer au municipal et au scolaire à chaque année sur la valeur de ce que tu as, mais qui est 100 % à toi. C'est toi qui l'as payé. Bon, tu peux avoir une hypothèque, mais là, c'est une autre chose. C'est que l'hypothèque,
que tu prends sur ta propriété, sur 25-30 ans, en bout de ligne, ta maison, tu vas l'avoir payée 3 fois. Donc, le 2/3 des paiements que tu fais, c'est des intérêts qui vont aux banques. Et ces banques-là sont les mêmes qui contrôlent les gouvernements et tout le système. Donc, tout ce qu'on paye en taxes, lorsqu'on gagne de l'argent et lorsqu'on dépense de l'argent, on est imposé. Ça ne fait aucun sens. Ça, je veux dire, c'est pas logique. Et tout ce pourcentage-là de taxes qu'on paie, bon, on dit que ça s'en va aux municipalités puis ça s'en va au gouvernement pour le système, mais c'est faux. La majorité de ça va pour payer une dette qui est une fausse dette créée par des banquiers qui impriment de la fausse argent comme ils veulent pour créer une dette. Et c'est pour ça que les pays devraient tous faire faillite. Et c'est exactement le plan des mondialistes, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les pays fassent faillite et ils veulent un gouvernement mondial. Donc, la banque centrale, la plus grande banque, les plus riches, la famille ou les familles les plus élevées, là, on parle de l'élite des élites, là. Ce serait eux qui posséderaient les pays et nous, on ne posséderait plus rien. Hein? Vous la connaissez, là. Vous posséderez rien, vous serez heureux, là. Donc, le but en ce moment du système, c'est ça, c'est de monter les dettes tellement hautes, puis d'arriver avec une solution, dire, écoutez, on se fait offrir par les banques d'effacer la dette, mais le pays ne sera plus à nous autres, puis vous autres non plus, mais ça ne devrait rien changer. Vous allez rester dans vos appartements, dans vos maisons, ils ne seront plus à vous autres, on les redonne à la banque, mais faites-vous-en pas, vous allez rester dedans. Puis on le sait, hein, donne un pouce, donne un mille. Alors, puis, tu sais, la TPS, la TVQ qui est rentrée en vigueur, je pense, en 1990, je pense, c'était temporaire. Hein? Mais ça, c'est la même chose. Il n'y a rien de plus temporaire. Il n'y a rien de plus permanent que du temporaire. OK? Donc, on se fait avoir tout le temps. Puis c'était la même chose aussi avec le confinement. Le premier confinement, c'est temporaire. C'est juste 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. Je vous le dis, à chaque fois qu'ils nous demandent un pouce, ils finissent par prendre 1 000 et jamais ils font marche arrière par après. Ils continuent à venir nous en chercher de plus en plus. Donc, ça pour vous démontrer que le système dans lequel on est pas viable. C'est impossible de se mettre riche aujourd'hui à moins de tricher ou à moins de se défoncer comme un malade à travailler et à prendre des risques aussi. Chose qui n'est pas la majorité des gens qui peuvent faire ou qui veulent faire même. Des gens qui travaillent énormément, qui sont très riches la plupart du temps, ils n'ont pas de vie. Leur vie, c'est le travail. Ils ont une obsession, et je reviendrai peut-être tantôt là-dessus sur l'obsession, parce qu'il y a quelque chose de bon là-dedans quand même. Ils sont obsédés par le travail, par le succès, par l'argent. Oui, ils peuvent se payer des plus belles choses, mais ils ne vivent pas. En fait, selon eux, ils pensent qu'ils vivent là, en se payant 3-4 voyages par année, puis en se promenant en Porsche, puis en ayant une maison en Fontainebleau. Mais la réalité, c'est que c'est une vie imaginaire. C'est presque du virtuel. C'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est de prendre le temps de vivre. C'est ça la vraie vie. Donc, ce système-là financier, mais je pourrais appliquer ça aussi au système de l'éducation, je pourrais appliquer ça au système de la santé, qui est en fait un système de maladie, je pourrais appliquer ça à tous les départements, tous les piliers de la société dans laquelle on vit. Il n'y a rien de ça qui est viable, il n'y a rien de ça qui est sincère, qui est bon, qui est pour nous. Hein, les gens qui m'écoutent, les gens réveillés en conscience, vous le savez. Bien, tout ça, c'est rigué. Tous les systèmes sont rigués. Je m'excuse, terme anglophone, là. J'aime mieux ça que dire truqué, parce que je trouve que le mot rigged est plus pertinent. C'est comme... Je trouve que c'est un mot qui ne se traduit pas. Là. The system is rigged. C'est patenté pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Tu sois toujours esclave de travailler plus et plus et plus pour payer ta dette. Et c'est ce qu'ils veulent en ce moment. Ils veulent nous rendre dépendants de ce système-là et ils veulent nous faire tomber dans le piège encore plus et tout nous enlever pour que là, on n'ait vraiment plus d'autres options en enlevant l'argent papier, entre autres, et choses qu'il ne faut absolument pas qu'il arrive. Bon, ça c'est la constatation, c'est ce qui est peut-être, c'est ce qui a fait peut-être réagir des gens négativement, des gens qui ont lu mon post, mais mon intention n'était pas du tout de créer, de créer des ulcères à personne. C'est juste de démontrer
comment l'importance de devoir sortir de ce système-là. Et comment on en sort? Bien, je n'ai pas la solution exacte, mais j'ai le goût de vous proposer quelque chose, une idée en tout cas, qui m'est venue aujourd'hui. Et c'est une idéologie plus qu'autre chose. Et c'est des observations, encore une fois. Vous savez, moi, je suis bien dans l'observation. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir comment on va s'en sortir et on va s'en sortir quand même. Je commençais par vous dire que je ne pense pas que c'est par une action précise qu'on va s'en sortir. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des actions. Je vais essayer d'y revenir tantôt, là. Mais certaines personnes pensent que la guerre est inévitable. On est déjà en guerre, mais là, je parle de guerre avec de l'armement. Moi, je ne pense pas que ça va arriver, puis je ne pense pas non plus qu'il va y avoir une guerre civile. Je ne pense pas qu'il va y avoir de révolte non plus. Et je ne pense pas qu'il faut que ça arrive parce que ça, ce sont des gestes qui vont dans le monde de la dualité, dans le monde de la confrontation, dans le monde de la polarité. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça va arriver. En fait, je pense que leur système va se détruire par lui-même, va imploser, j'arrive pas à le mettre là, il va y avoir une implosion de l'intérieur de leur système qui va faire qu'il va se détruire par lui-même. Comment je vois ça? Je pense que dans chaque système, tous les systèmes, dans votre travail, à l'école, dans des relations d'amis, dans tous les systèmes, il y a toujours, souvent, pas dans tous, mais il y a beaucoup de gens comme nous, c'est nous ça, des rebelles, qui sommes en fait des grains de sable dans l'engrenage. Les gens en conscience, les gens dans la résistance en ce moment, c'est ce que nous sommes, nous, et c'est ce que nous avons été toute notre vie. Des gens qui posaient des questions que le système ne voulait pas entendre, que notre employeur ne voulait pas entendre, que notre équipe ne voulait pas entendre, que notre professeur ne voulait pas entendre. On est formatés, nous, de façon à voir les problèmes dans les systèmes. On est comme ça et on les repère rapidement. Et des gens comme nous, il y en a partout. Et ça, l'univers a bien fait son affaire. Elle nous a ensemencés partout. C'est pour ça qu'on est peu nombreux. C'est pour ça qu'on a été longtemps à penser qu'on était seul comme ça ou qu'il y en avait peu d'autres. Mais on s'est retrouvés depuis 3 ans sur les réseaux sociaux parce que c'était le lieu, si on veut, pour se rencontrer. Et sans Internet, on serait foutu. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Internet a fait en sorte qu'on s'est retrouvés. C'était même si on est censuré, c'était quand même la place où on pouvait s'exprimer. Et on s'est retrouvés, puis on a fait des manifestations, des marches, puis plein de choses. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul, puis on s'est rendu compte qu'il y en avait partout. Et il y en a dans tous les systèmes. Ça veut dire aussi qu'il y en a dans les systèmes mondialistes. Parfois, ces gens-là, ils sont, parce qu'on était comme ça aussi, ces gens-là parfois sont silencieux, mais ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et plus tu es haut dans le système politique, médiatique, pharmaceutique, éducation et tout ça, plus tu as gros à perdre de parler, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de ces gens-là, des rebelles, des grains de sable, qui sont dans l'engrenage. Peut-être que ces gens-là n'auront pas le courage, parce que ça prend beaucoup de courage pour risquer sa carrière, ou risquer même des fois sa vie. Par contre, tout finit par se savoir. Et ça peut être des fois cette personne-là qui est dans le système politique, qui, lors d'une conversation avec un ami, va devoir, des fois vouloir ou des fois par erreur, va s'échapper et va divulguer de l'information. Et l'information finit toujours par se rendre au bon endroit.
On peut appliquer ça dans ce que je viens de vous dire dans une relation de couple aussi. Si on a un des deux conjoints dans la relation de couple qui est un infidèle, donc son système d'infidélité reste avec sa femme ou son mari, dépendamment, les deux peuvent tromper, là, et il y a une maîtresse ou un amant, puis ça, c'est le système de la personne. Tu sais, il est capable de gérer ça pendant un certain temps, mais éventuellement, l'infidèle va finir soit par se faire voir, se faire prendre, ou par en parler. Hein, on sait que les voleurs, les criminels, c'est très fréquemment de cette façon-là qu'ils se font prendre. C'est qu'à un moment donné, soit qu'ils retournent sur les lieux du crime au moment où on les attend, ou soit qu'ils finissent par en parler, soit en prison ou n'importe où. La vérité finit toujours par être dite. Les gens ne sont pas capables de rester avec ça en eux. Ils ont besoin de le partager, il faut que ça sorte d'eux. Et ça finit toujours par se rendre et démolir le système, si on veut. Donc, le conjoint finit par apprendre la nouvelle par personne interposée, puis la personne se rend compte que son mari, puis là, finalement, dit « Oui, ça fait bien du sens, il me semblait qu'on me cachait quelque chose. » C'est la même chose avec le système des mondialistes. Il y a des grains de sable dans le système des mondialistes à tous les niveaux, là. Comme je disais tantôt, gouvernemental, donc politique, éducation, médiatique, et tout, et tout, et tout. À Hollywood, on en a des grains de sable, là. Hein? Mel Gibson, puis Jim Caviezel, c'est des grains de sable dans le système, ça. Fait qu'il y en a comme ça partout. Il y en a qui parlent, il y en a qui sont plus réservés, mais il y a de l'information qui circule et je suis pas mal convaincu qu'il y a une armée de chapeaux blancs qui sont en train de faire le nettoyage par en dessous. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va, je ne sais pas de quelle ampleur que cette armée-là a, je ne sais pas, mais ça prend peut-être pas nécessairement beaucoup de gens pour en réveiller d'autres. On le sait qu'il y a aussi le système de justice est aussi corrompu, fait aussi partie du problème, mais là-dedans aussi, il y a assurément des grains de sable, certains avocats, peut-être certains juges à quelques endroits qui savent des affaires et qui, à un moment donné, vont s'échapper. Ça arrive tout le temps. Donc, c'était ma façon de vous donner un petit peu d'espoir et c'est ma vision, parce qu'on se pose la question beaucoup depuis 3 ans, comment on va finir par s'en sortir? Je pense qu'il faut être patient. Et je ne pense pas nécessairement qu'on a à trouver la façon de s'en sortir. Je pense qu'il faut focuser sur la victoire, comme je disais tout le temps, nous avons gagné. Et elle va se manifester, mais on n'a pas à déterminer de quelle façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des gestes, il faut en poser, mais il ne faut surtout pas, je pense, monter dans les barricades. Par contre, les marches qu'on a fait, les rassemblements, les camionneurs, il y a un peu plus de... Ça va-tu faire 2 ans bientôt? Je pense que ça va faire 2 ans bientôt. Ça, c'est des choses qui sont formidables. C'est le genre de... Ça, c'est des concrétisations de la victoire qui affaiblit énormément nos bourreaux. Donc, plus on est nombreux à clamer notre victoire ou à dénoncer des injustices, plus ça affaiblit. Mais ce qui est bien, c'est qu'on l'a toujours fait de façon très pacifique et il faut rester comme ça. Quand je vous dis qu'on n'a pas nécessairement à savoir comment ça va se passer, je vous dis ça en relation avec la loi de l'attraction. Quand on veut quelque chose, selon la loi d'attraction, on n'a pas à planifier comment on va l'avoir. On a juste à vouloir la chose, se comporter comme si on l'avait déjà, le ressentir, en être convaincu. Et moi, je rajouterai ce que je parlais au début, obséder. Avoir une obsession, c'est très, très puissant. Obséder sur une victoire quelconque ou obséder sur... les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens obsédés par l'argent, mais ils l'ont. Moi, j'étais obsédé par des voitures quand je travaillais beaucoup. Des voitures que je me disais, jamais je paierais ce montant-là pour une voiture. Et j'ai fini par les avoir. J'étais tellement obsédé par les voitures que je les ai achetées, l'argent est arrivé avant ou après. J'ai été capable de les payer et de les garder pendant des années. Et l'obsession,
c'est, je pense, une manifestation de la loi de l'attraction. C'est un élément, pour contribuer à la manifestation de la loi de l'attraction. Et d'avoir une obsession sur la victoire, de la clamer et d'être sûr qu'on l'a déjà. Elle n'est peut-être pas manifestée, mais elle est en route, on la sent déjà. Ça fait en sorte qu'elle va forcément arriver à un moment donné. Et il ne faut pas se questionner de quelle façon ça va arriver. Je peux vous raconter une petite anecdote. Ça marche aussi pour l'argent. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais besoin d'argent et tu sais, quand on demande quelque chose, comme je disais tantôt, il ne faut pas demander comment ça va arriver, mais des fois, ça arrive de façon où est-ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer que ce qu'on veut, ce qu'on voulait, ce qu'on demandait, allait prendre ce chemin-là. Il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai appris que la compagnie d'assurance pour laquelle je suis assuré depuis toujours, mon père est en assurance, donc ça fait des années que je n'étais pas dans une compagnie d'assurance, c'est démutualisé. Et elle est allée en bourse. Là, je ne suis pas très... Pardonnez-moi si je me trompe de terme, là, mais il me semble que c'est ça qui s'est produit. Elle est allée en bourse et tous les gens qui étaient à cette compagnie d'assurance-là, que je ne veux pas nommer, ça ne sert à rien, on s'est tous ramassés avec des actions de la valeur de... je ne sais pas comment ça fonctionnait, là, une valeur qui était déterminée en fonction de l'assurance qu'on avait. Et moi, je me suis ramassé avec quelque chose de l'ordre de peut-être 12 000 $, 13 000 d'actions que je n'ai pas vendu tout de suite, mais pas longtemps après, parce que pas longtemps après, je laissais le travail pour tomber dans mes années sombres et j'avais besoin d'argent. Et les actions avaient monté beaucoup et quand j'ai revendu ces actions-là, ça valait au-dessus de 15 000 $. Et c'est un 15 000 $ que j'avais tellement besoin et que j'ai hérité. Comment j'aurais pu planifier de dire, bon, là, j'ai besoin d'argent, il faut que ma compagnie d'assurance se démutualise, elle aille en bourse, que j'hérite des actions, puis après ça, je vais pouvoir les prendre. J'aurais jamais pu imaginer que l'argent que j'avais besoin allait prendre ce chemin-là. C'est un chemin qui était... Ça, c'est un miracle. Tu sais, je parle souvent de miracle, là. Un miracle, c'est quoi? C'est une chose qui ne pouvait pas arriver, mais qui arrive d'une façon dont on n'aurait jamais pu imaginer. Et des miracles, moi, j'en ai constamment, spécialement depuis 3 ans. Mais probablement tout le temps, et probablement que je ne le constatais pas avant, mais depuis 3 ans, je suis très à l'affût de ça. Donc, juste le fait de clamer que nous avons gagné et de... Même si on ne sait pas quoi faire concrètement, parce qu'il y a des gens qui se disent des fois, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de talent ou j'ai pas... Parce que oui, certains... Bon, on peut aussi avoir notre jardin, puis on peut faire juste le simple petit geste comme ça fait en sorte qu'on dépense moins, puis qu'on dépend moins du système. Mais juste aussi le fait d'entretenir ça. Ce que ça fait, c'est que ça crée des bulles de conscience du nouveau monde. Et ça a le même effet que les prières. Les prières sont entendues dans l'au-delà. Il y a des gens, moi je parle souvent d'expérience de mort imminente, j'ai entendu dire des gens qui sont allés de l'autre côté, qui sont revenus, et qui sont revenus parce qu'ils ont vu les prières. Et les prières se manifestent, je pense que c'est des petites lumières qui montent. Je ne me souviens pas exactement, là. Je pense que c'est des petites lumières qui montent. Et plus il y a de gens qui prient pour que la personne revienne à la vie, plus il y a de lumière qui monte et plus les gens dans l'au-delà, les êtres célestes, plus ils voient la prière et plus la prière a de chances d'être exaucée. C'est pour ça que prier en groupe pour la même chose, c'est beaucoup plus fort que prier seul sur une chose. Eh bien, la loi de l'attraction, c'est la même chose à quelque part. Plus il y a de gens qui désirent et qui se comportent comme si on avait déjà un nouveau monde, avec un nouvel argent dans lequel les banques ne sont pas impliquées, les gouvernements ne sont pas impliqués, un nouveau système de gestion qui exclut les gouvernements, les systèmes gouvernementaux, un nouveau système d'éducation qui exclut complètement le système actuel, un nouveau système de santé qui exclut complètement le système de maladie qu'on a actuellement. Juste le fait de le penser, on envoie des bulles de conscience, des bulles de créativité qui font en sorte que ça va se manifester. Alors, c'est ça que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui, vous donner un peu d'espoir, vous dire, ça n'a pas d'importance de savoir comment on va s'en sortir. Il faut juste savoir qu'on s'en est déjà sorti. La loi de l'attraction dit qu'il faut sentir déjà qu'on a ce qu'on veut pour l'avoir
et, comme je disais tantôt, obsédé dessus. Moi, quand j'allais dans les cours de voitures chez BMW, puis que j'hallucinais, vraiment, c'était obsessif, c'était maladif. Je regardais, je choisissais ma voiture, les couleurs, les mags, les options. Et genre, je regardais dans les cours, puis non, lui, il est super, mais il manque, il n'y a pas les roues que je veux. Lui, il est automatique, moi, j'en veux une manuelle. J'avais une obsession à aller revirer là tous les soirs. Puis là, des fois, c'était tard parce que je finissais de travailler très tard. Des fois, j'arrivais là à 11 h le soir. Je pouvais rester jusqu'à minuit à regarder les voitures à travers, tu sais, dans le cours ou bien dans... Et jamais, je ne savais pas dans ce temps-là, mais je ne connaissais pas la loi de l'attraction, mais ce que j'étais en train de créer, c'est que j'étais en train de créer des bulles de réalité qui devaient se manifester parce que dans ma tête, je conduisais déjà la voiture, je me voyais déjà. La voiture qui était là dans le stationnement, c'était déjà la mienne. Elle était à l'autre bord de la clôture, là, mais c'était déjà la mienne. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc, c'est pas par les guerres civiles, c'est pas par les guerres mondiales. Il y en a une guerre en ce moment, mais c'est une guerre d'une autre nature. C'est pas par la violence, c'est plutôt ça que je devrais dire. C'est par la conviction qu'ils sont insignifiants, qu'on les ignore. J'en ai parlé souvent, d'ignorer, c'est très puissant. Ignorer quelqu'un le fait disparaître complètement, ça dissipe. Ignorer dissipe une situation. Ça la dissipe complètement, elle disparaît, elle n'existe plus. Puis encore une fois, on n'a pas à se demander comment ça arrive. Donc, il faut faire confiance au plan divin. Il sait comment nous servir. On a juste à lui dire ce qu'on veut. On a juste à être convaincu que, moi je suis convaincu, je sais que ce n'est pas tout le monde, mais je suis convaincu qu'un jour, tout l'argent des mondialistes qui nous ont volé depuis toujours, des milliards de milliards de milliards, je suis convaincu que cet argent-là va nous revenir un jour. Peut-être pas de mon vivant, ça je ne le sais pas. Mais les systèmes, quand ils vont tous s'effondrer, il n'y aura plus de dette. Ça n'existera plus la dette. On va venir au monde, au lieu de venir au monde avec une dette chaque individu, on va venir au monde avec peut-être 100, 150, 200 000. Là, je dis des chiffres, là. Tu sais, ils ne sont pas fondés, mes chiffres, là. Prenez-moi pas, au mot là-dessus. Moi, je m'en vais là. Puis, écoutez que ça va tellement arriver. Puis, si ce n'est pas dans ce monde-ci, s'il faut que je décède puis que je revive, je renaisse dans ce monde-là, ça va se passer comme ça. J'ai dit tantôt, je n'ai pas à décider comment ça va se produire. Je le sais que ça va arriver. Je ne sais pas comment je vais me rendre là, je ne sais pas comment le monde que je vois va se manifester, mais je m'en vais par là. Si tout le monde prend cette décision-là, ça va arriver. Donc, le système, leur système, on a juste à faire confiance à eux, les mondialistes, pour qu'ils se plantent, parce qu'ils vont se planter, parce que des grains de sable comme nous, il y en a dans tous les systèmes. Puis des grains de sable, ça finit toujours par éroder des systèmes, faire péter des chaînes, faire péter des guirs, là, des pignons, puis on finit toujours par gagner. Ouais, j'ai le goût de le redire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je vais finir là-dessus aujourd'hui. Nous avons gagné. À bientôt.